Message disant que l'enregistrement va commencer. Voilà, l'enregistrement a démarré, donc c'est parti. Alors, je redis bonjour et remerciements à tout le monde pour votre présence là aujourd'hui. Et donc, en particulier, nos deux interlocutrices du ministère, Isabelle Jacot-Marchand et Basla Fadloun. Donc, la proposition, donc on est 38 participants, hein, je dis ça pour Isabelle et Basma. Donc, ça représente un certain nombre d'associations départementales euh, qui ont participé à C'est mon patrimoine, qui participent à C'est mon patrimoine ou qui souhaitent participer à C'est mon patrimoine. On a ces trois catégories d'associations départementales. Et pour une de nos associations départementales fortement impliquées sur cette action depuis très longtemps, le directeur, donc c'est Frédéric Gossy pour le Var, ne pouvait pas être là aujourd'hui. Et donc, il a proposé aux partenaires des Francas du Var, c'est-à-dire le Muséum d'histoire naturelle de Toulon, de participer à la réunion pour que le Var soit présent. Et voilà, c'est une petite introduction, mais qui montre aussi la force des liens qui ont été noués à un certain nombre d'endroits avec les institutions culturelles. Et puis, je crois que la Saône-et-Loire Didier Rodet a convié l'abbaye de Cluny à participer également à cette réunion. Voilà, donc on a une petite heure devant nous. Donc ma proposition de déroulement, c'est de faire un petit retour rapide d'une enquête qu'on a diffusée il y a quelques semaines dans le réseau des Francas. Donc enquête qui n'est pas encore complètement terminée parce qu'il nous manque des territoires, il nous manque des informations, mais ça donnera quand même là, une première mesure. Après cette présentation, je veux bien, Isabelle et Basma, vous passer la parole pour que vous-même vous puissiez donner un point d'actualité de la part du ministère. Et puis ensuite, on passera un temps d'échange et vous verrez qu'il y a pas mal de questions, de suggestions qui ont été faites dans le cadre de l'enquête. Et puis, on commencera à établir des perspectives. Sachant que je précise pour tout le monde aussi, au cas où vous n'auriez pas cette information, que le ministère a depuis l'année dernière initié une réflexion importante autour de l'évolution de C'est mon patrimoine, en y associant en premier lieu évidemment les DRAC, mais en sollicitant aussi la Fédération nationale des Francas voilà, comme peut-être, ça je vous laisserai le dire mieux que moi et avec vos mots, une fédération fortement impliquée dans cette opération et donc dont le point de vue est important à écouter. Voilà. Alors, concernant cette enquête qui a été diffusée, comme je le disais, il y a quelques semaines, euh, donc 21 associations départementales y ont répondu. Donc ça, c'est allez, on va dire que c'est un score moyen pour de réponses. Et donc on va continuer. C'est pour ça que je disais que l'enquête n'était pas terminée, puisqu'il nous manque quand même des départements importants. Et donc mes excuses aux départements concernés si par hasard l'information est arrivée et que je l'ai raté. Mais en tout cas, on a des associations en Normandie, des associations dans les Pays de la Loire, en Hauts-de-France, encore en Auvergne-Rhône-Alpes, dont les points de vue seront importants à obtenir. Donc ça concerne 9 régions et donc comme je le disais, un certain nombre de régions qu'il va nous falloir relancer. Alors concernant les actions, alors déjà, première petite focale, c'est que 57% des associations qui ont répondu sont impliquées depuis plus de 10 ans dans le dispositif. Donc ça vient aussi
conforter hein, notre présence historique avec donc, la présence de la Fédération nationale depuis la première expérience pilote au château de Fontainebleau en 2005. Mais donc, voilà, on le dit souvent au ministère, mais c'est vrai que c'est une action qui est vraiment devenue une action portée par les Francas de façon récurrente dans notre paysage éducatif. Concernant les espaces éducatifs et les publics concernés, alors faut pas trop regarder les chiffres, faut plutôt regarder la diversité des actions. Donc, malgré l'ouverture du calendrier d'actions possibles, les actions se déroulent encore très majoritairement pendant l'été dans notre réseau. Mais on voit quand même un certain nombre d'initiatives sur des petites vacances et aussi dans d'autres cadres que les centres de vacances, c'est-à-dire dans des cadres périscolaires ou dans des cadres d'autres avec d'autres partenaires éducatifs. Concernant les publics, il y a un certain équilibre entre enfants et adolescents. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez, qui est pas toujours le cas pour nos activités, hein, parce que là, je le dis plutôt pour le ministère, on est quand même, nous, plus majoritairement sur un public enfant en général, sur nos activités classiques. On voit que la place des familles est importante, mais on y reviendra. Et c'est normal que la place des familles soit importante, puisque ça fait partie des éléments du cahier des charges de C'est mon patrimoine. Donc une proportion double de public politique de la ville par rapport aux zones rurales. J'ai déjà mis en face du constat, on y reviendra tout à l'heure, un gros questionnement par rapport aux contraintes politiques de la ville. Alors, on avait posé aussi une question sur la restitution. Donc le retour, c'est que 80% des sites organisent une restitution avec des formes extrêmement diverses, que ça soit sur le moment où c'est fait, que ce soit le lieu où c'est fait, que ce soit qui est invité, la manière dont c'est animé. Donc, sans doute, ça fera partie des perspectives d'obtenir plus d'informations par rapport à ça. Alors, je me suis rendu compte que dans l'enquête, et donc ça, il faudra qu'on complète. Enfin, on n'avait pas fait, parce qu'on l'a conçu à plusieurs, ce questionnaire. On n'avait pas posé la question des chiffres. Mais ça, peut-être, Basma et Isabelle, vous pourrez nous dire, vous, de votre côté, comment vous arrivez à consolider les retours chiffrés des différentes éditions. On a posé la question de la formation. Donc là, c'est dans 71% des cas, une formation est organisée. Donc on en a déjà parlé aussi pendant l'été avec le ministère. Ça, c'est un vrai sujet dont il va falloir discuter, puisque aujourd'hui, je pense que on va dire que c'est pas satisfaisant la question de la formation, parce que soit c'est un sujet de stress parce que les équipes arrivent tardivement et donc on ne sait pas bien comment faire. Donc, il va falloir reprendre la question avec quel type de formation ou d'information on destine à quel public, à quelle période et avec quels objectifs. Mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, concernant les partenaires, alors, les partenaires financiers, donc, évidemment, sont les plus cités, DRAC, DRETS, SDJES, pour la partie service de l'État. Il y a également, mais alors c'est cité de façon plus marginale, donc ça, c'est pareil, je pense qu'il va y avoir aussi un travail de consolidation à faire au niveau de ces questions économiques-là.
des dispositifs politiques de la ville, quartier d'été, VVV, le volet ado de l'opération quartier d'été. Et de façon plus épisodique, donc des collectivités locales, des conseils départementaux. euh, les monuments nationaux sont mentionnés à un endroit. Donc ça, d'ailleurs, j'aurais une question précise, parce que Rudy, je pense que c'est toi qui a indiqué ça dans la réponse au questionnaire avec une somme assez importante. Donc j'aurais besoin de vérifier que c'est bien le cas, parce que ça pourrait du coup donner des idées à d'autres départements. Les CAF sont cités quand les portes du temps, pardon, c'est mon patrimoine, prend la forme de séjours de vacances ou de séjours accessoires. Et puis après, on pourra aussi revenir sur des sigles que je ne connais pas, ADA et Aveyron Culture. Donc, les collègues concernés pourront préciser le cas échéant. Voilà. Donc, comme je le disais, à mi-chemin entre le bilan et les perspectives, un aspect économique à consolider, parce le constat que j'ai fait là dans l'analyse que j'ai menée avec aussi Bernard Noli, que je remercie, c'est qu'il y a des très très fortes disparités, hein. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où les subventions sont, on va dire, symboliques, et d'autres endroits où les subventions consolidées commencent à constituer un budget qui permet de financer l'action, mais qui permet aussi de financer une partie des moyens humains nécessaires à la menée de cette action. Voilà. Et cet été, on s'était aussi reposé la question des fondations, puisque il y a quelques années, oui, quelques années, la Fondation Maïf pour l'éducation, notamment, était un financeur de l'opération nationale. Alors là, c'est juste pour mentionner, j'ai retrouvé les sites partenaires donc de cette année, mais aussi des années précédentes, puisqu'on avait fait dans notre film C'est mon patrimoine un générique qui mettait en valeur un peu l'historique de ces sites partenaires. Et donc voilà, donc ça c'est quelque chose aussi qu'il faudra sans doute consolider, parce que je trouve que c'est quand même on a 3 pages là, voilà, de sites partenaires, euh, et je trouve ça très intéressant parce qu'il y a vraiment des, des tout petits sites, et c'est pas péjoratif, comme des endroits très prestigieux, très connus. Et donc je pense que ça aussi, c'est une force de cette action, d'avoir pu nouer des partenariats avec une aussi grande diversité de sites patrimoniaux. Alors j'ai mis cette diapo qui est vierge aussi parce on avait une rubrique sur y a-t-il d'autres partenaires qui soutiennent l'opération, et là on s'est rendu compte d'une très grande diversité de partenaires, que ce soit des partenaires du domaine social, du domaine de la solidarité, du champ culturel évidemment. Et donc ça, à nouveau, je pense que c'est une des forces de C'est mon patrimoine, d'avoir pu voilà, diversifier cette question du partenariat. Alors, j'ai ajouté une diapo sur les ressources, mais elle est vierge, parce que c'était pas une question posée dans le questionnaire. Et en fait, je le regrette, donc il faudra qu'on revienne aussi là-dessus. Parce qu'en fait, depuis longtemps, on n'a pas créé de ressources nationales, et on n'a pas vraiment consolidé et compilé les ressources territoriales qui existent. Donc moi, j'ai en mémoire des choses qui ont été réalisées en région Occitanie, notamment dans le cadre de la coordination régionale soutenue par la DRAC. Et je sais qu'il y a tout un tas d'endroits où des ressources sont créées, soit pour les équipes d'animation, soit aussi pour les enfants, dans le cadre des formations. Voilà. Donc ça, on aura tout intérêt à le
à en faire une espèce de catalogue et de voir après comment on peut consolider les choses, entre nous. Alors avant de passer, aux perspectives, c'est-à-dire, qui vous verrez qui sont sous forme de questions et de commentaires, hein. Donc là, les collègues des départements, ne vous inquiétez pas, j'ai bien pris en compte, toutes les questions et les remarques que vous avez, pu mentionner dans la 2e partie du questionnaire. Mais donc avant ça, je veux bien, donner la parole à Isabelle Jacot-Marchand et à Bassa Fadloun pour que vous nous donniez, vous, votre, un peu en miroir, votre le voilà, la position actuelle du ministère et les attentes par rapport à ces perspectives d'évolution. Alors peut-être moi juste un mot d'introduction pour vous remercier déjà de cette enquête parce que c'est extrêmement, enfin là aussi enrichissant. Je vais laisser la parole à Basma qui va rappeler un petit peu l'historique du travail qu'on est en train de mener, qui nous a amené aussi à essayer comment dire? Heu, de parvenir à une forme d'état des lieux, mais qui reste encore, finalement très lacunaire. Ceci étant, voilà, grâce à cette enquête, on voit qu'il y a un certain nombre de sujets qu'on avait identifiés, de questions qu'on se posait qui se recoupent, donc ça, c'est plutôt rassurant. Je me dis finalement les remontées qu'on a eues jusqu'ici sont pas, complètement délirantes non plus. Et surtout les questions, sur lesquelles on travaille, et qu'on a essayé, d'amorcer avec, et Basma va en parler, il y a déjà une 1re révision un peu du cahier des charges et de la méthodologie de travail qu'on propose, alors au DRAC de notre côté, mais en fait en lien très étroit effectivement avec notamment les DRETS parce qu'avec l'ANCT bien sûr, recoupe une partie des premières données qu'on voit apparaître dans cette enquête. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Mais ce que je vous propose peut-être justement, c'est que Basma puisse vous faire peut-être un petit, rapide panorama historique du travail qu'on a engagé là ces dernières années, des questions qu'on s'est posées, du travail qui a été engagé et justement là des perspectives, qui vont être posées déjà cette année dans le cahier des charges un peu révisé. Et pour tout de suite répondre à une question que tu posais sur la remontée de données, par exemple la consolidation du nombre de participants, eh bien, je préfère le dire, nous, on est bien en peine d'arriver à le faire assez finement désormais. C'est quelque chose d'extrêmement complexe, ça fait partie des questions qu'on se pose. Par le passé, il y a eu, tout un tas de méthodologies, de remontées de bilan. Je sais qu'il y a eu des Lime Survey, qu'il y a eu des questionnaires en ligne que personne n'arrivait à remplir vraiment, qui se remplissaient plus ou moins au doigt mouillé, plus ou moins finement. Quand on essayait de comparer les bilans, les questionnaires qui avaient été remplis et cetera, on n'arrivait strictement jamais sur les mêmes chiffres. Donc on voit bien qu'effectivement, s'il y a aussi un point pour nous en termes de valorisation à l'échelle nationale de ce dispositif et de capacité à lui donner une visibilité peut-être, autre, on a quand même cette question de comment est-ce que nous arrivons collectivement non pas, à compter les participants un par un, parce qu'en fait, c'est pas du tout l'enjeu, mais, à réussir à faire remonter des informations sur, le type de projet qui se mène, le profil des publics, au moins dans les grandes masses, de façon à peu près fiable. Ça, aujourd'hui, nous-mêmes, on a beaucoup de mal, à le faire. Et quand on en parle avec nos collègues en DRAC, eux-mêmes à l'échelle régionale, n'arrivent pas toujours à avoir des éléments extrêmement probants à cet endroit-là. Voilà, pour le dire, rapidement. Donc on a un sujet sans doute aussi outil à développer là-dessus. Je te passe la parole, Basma, peut-être pour, faire le petit historique et l'état des lieux, l'actualité, c'est mon patrimoine. Basma, on ne t'entend pas, tu n'as pas ton micro. Ah, c'est bon, c'est le double lock. Donc oui, je disais bonjour encore à toutes et à tous et merci pour cette invitation et cette enquête. Alors on serait très preneuse, hein, de la petite, des diapos, Hervé. Donc voilà pour, plus tard pour qu'on puisse nous aussi bien l'enregistrer et l'intégrer dans notre groupe justement et dans nos réflexions et comme le disait Isabelle, ça recoupe pas mal de choses, très rapidement pour faire l'historique, de ce chantier que l'on mène maintenant depuis à peu près 2 ans. Est-ce que l'opération C'est mon patrimoine, voilà, nous gérons l'opération C'est mon patrimoine à la DGE de TDC depuis à peu près 2 ans et très vite, on a eu, des remontées, de terrain, concernant cette opération, hein, qui, voilà, comme vous le savez,
date depuis plusieurs années entre les ports du temps et C'est mon patrimoine, une opération qui était nationale, qui reste nationale, mais qui, aujourd'hui est totalement déconcentrée. Donc, au sein des DRAC et on a eu beaucoup de remontées de terrain, concernant, un essoufflement peut-être de cette opération, un manque de clarté dans le cahier des charges, la notion de patrimoine qui n'était pas assez affirmée. On parlait des partenariats et des projets et il y avait vraiment un manque de partenariat aussi, de clarté dans les partenariats. Qui était partenaire, qui était porteur de projet? C'était, voilà, des choses qui nous remontaient du terrain et c'est intéressant, voilà, justement d'avoir ce point avec vous pour aussi avoir, voilà, à travers cette enquête, mais aussi avoir vos ressentis et connaître aussi vos interrogations. Donc, il y a eu vraiment, hein, et en plus, il y avait l'opération, été culturel qui arrivait également à peu près à la même période, même si C'est mon patrimoine, c'est toutes les vacances scolaires. Mais bon, on sait qu'il y a une forte concentration pendant l'été et donc il y avait cette réalité, en fait, cette réelle, volonté d'affirmer une identité, forte, pour cette opération. Donc C'est mon patrimoine et donc on a mené, plusieurs groupes de travail avec, l'ensemble des partenaires, et comme le disait Hervé, donc voilà, les Francas au niveau national ont participé à ce groupe de travail puisque c'est l'un des partenaires les plus engagés, et un partenaire historique dans cette opération et donc ça fait 2 ans, voilà, qu'on mène ces groupes de travail avec les DRAC, avec les DRETS, avec le Centre des monuments nationaux, avec, les Francas. On a pu aussi avoir un échange, avec, l'ensemble des autres fédérations d'éducation populaire qui étaient aussi, partenaires, historiques, mais, moins engagés, dans cette opération. Et heu donc ces différents groupes, de travail nous ont, permis de, redéfinir, le cahier des charges que l'on va bientôt pouvoir, vous transmettre, puisque là, le lancement, on espère que ce sera pour la fin du mois, de novembre, début décembre. On espère que ce sera, voilà, voilà, dans ces eaux-là. Et donc un cahier des charges qui est redéfini, alors il y a pas de révolution, hein, on garde toujours les mêmes objectifs, la même proportion de quartiers politiques de la ville, la même cible. Mais c'est vrai qu'il y a, on a vraiment recentré la notion de patrimoine dans ce cahier des charges qui est affirmé très clairement. La notion de partenariat aussi qui est affirmée très clairement et beaucoup plus resserrée. Et le troisième volet qui était, important, pour nous, c'était aussi cette question de la formation, comme, tu le disais Hervé. Donc c'était une question qui se posait beaucoup, cette question de la formation et cette question de la co-construction. Parce que c'est affirmé, très clairement dans le cahier des charges et on se rend compte qu'au regard, des calendriers, des urgences et cetera, c'était pas forcément quelque chose qu'on pouvait mettre en place, très facilement et donc on a décidé, après avoir discuté avec l'ensemble, voilà, des collègues, que pour les DRAC, qui le souhaitaient, entre DRAC et DRETS, que, la temporalité pouvait, en fonction des régions, en fonction des priorités, territoriales de chaque région et en fonction de leur stratégie, l'appel à projet reste annuel, mais pour certaines DRAC, si elles le souhaitent, ça peut être un appel à projet sur 2 ans pour avoir justement ce temps de co-construction et ce temps, de formation. C'est pourquoi dans le cahier des charges, on a parlé tout d'abord vous le lirez, hein, de sensibilisation et un encouragement pour qu'il y ait une réelle formation. Mais ça va vraiment dépendre de chaque DRAC, de chaque vous aurez dans les DRAC et de la stratégie qui sera menée. Parce qu'il y a des DRAC qui vont, en fonction justement de leurs priorités, de leur stratégie, vont rester sur un appel à projet national, d'1 an, donc avec, une temporalité, là on essaye justement d'avancer, de lancer l'opération un peu plus tôt. L'année prochaine, ce sera encore un peu plus tôt et on espère, lancer l'année prochaine, pour l'édition 2025 en octobre, pour qu'il y ait, oui, justement ce temps de concertation, de co-construction, de repérage aussi des projets. Donc
Ça va dépendre des DRAC. Une DRAC va plutôt privilégier un appel à projet sur 2 ans, une autre DRAC va privilégier un appel à projet sur 1 an. Donc voilà, ça restera vraiment en fonction des territoires. Donc voilà, c'est vraiment pour les nouveautés. Donc voilà, c'est une réflexion qui dure depuis maintenant à peu près 2 ans et voilà, un dernier chantier. Voilà, on parlait des remontées de données. Donc voilà, c'est aussi l'évaluation et voilà, ouais, on est vraiment intéressé aussi par vos retours parce que c'est un sujet aussi qui se pose, et qui est très important. Voilà, si vous avez des questions avec Isabelle, on est à l'écoute. Isabelle, j'ai rien oublié. Je te laisse, sinon, compléter. Non, non. Rien oublié. Merci. Alors, je sais, si, j'ai vu qu'il y avait une question, donc on va commencer, et puis en fonction de la nature des questions, je reviendrai aussi sur la dernière diapo que j'avais faite autour des perspectives, donc qui sont autant des questions, des suggestions que des perspectives. Mais donc j'ai vu que Magali voulait, je crois, intervenir. Alors vous n'oubliez pas de vous présenter, de présenter le département, la région que vous représentez, s'il vous plaît. Ça marche. Donc, Magali Castets des Francas des Landes, donc pour la Nouvelle-Aquitaine. Alors moi, j'avais une question par rapport justement au public cible, parce que sur l'appel à projet, il est noté que 60% des bénéficiaires doivent venir de zone QPV. Sauf que dans les Landes, c'est un peu compliqué. On est plutôt en territoire rural, donc en zone QPV, on n'a pas beaucoup d'enfants concernés. Et en plus, c'est des enfants justement qu'on a du mal à aller chercher. Du coup, nous, clairement, par rapport aux conditions de l'appel à projet, on peut pas y accéder, quoi. Et alors nous, on a plusieurs actions avec les centres de loisirs du département. On a aussi un gros pôle séjours de vacances, puisque je suis responsable des séjours de vacances pour les Landes. Et nous, quand on regarde les populations, du coup, si on s'arrête à QPV, on peut pas. Par contre, nous, 65% du territoire est en zone ZRR et là, avec ce cadre-là, on pourrait, du coup, faire l'appel à projet. Donc est-ce que ça, il y a des tolérances ou des choses qui peuvent être, demandées ou pas du tout? Alors, après, j'ai vu Patricia, mais du coup, je pense que Patricia, je te laisse poser ta question. Et si vous me le permettez, du coup, je présenterai la dernière diapo parce que la question que tu poses, Magali, a déjà été posée dans les questionnaires. Donc, je pense que ça va être peut-être plus efficace qu'on ait la discussion après la liste des grandes recommandations que vous avez pu faire. Donc, Patricia? Alors, c'est pas Patricia, c'est Michel, mais c'est pas grave. Nous sommes Parce que là, ensemble. Juste dire un truc par rapport aux financeurs. Michel, présente-toi, dis de quel département tu es. Ouais. Michel Pujol, directeur des Francas des Pyrénées-Orientales, dans la région Occitanie, et nous sommes sur le projet, donc en partant des Portes du Temps, depuis 2008-2009. Donc, ça fait très longtemps qu'on travaille sur ce projet. Juste rappeler que c'est quand même un projet très structurant et que nous n'avons pas beaucoup de projets aussi structurants que C'est mon patrimoine. Donc moi, j'y tiens énormément. Et deuxième chose que je voulais dire, c'est que sur les financements, nous avons la caisse d'allocation familiale qui nous suit sur des projets pluriannuels. Donc ce n'est pas uniquement la prestation sociale, hein, et donc elle finance bien le projet. Je tenais à le préciser parce que c'est quand même un très gros financement sur les Pyrénées-Orientales et parce qu'ils sont convaincus également que c'est un projet structurant pour les équipes et les enfants. Moi, j'avais une question. Nous sommes très nombreux en Occitanie à participer à ce type de projet, sauf que plus on est nombreux, moins on a de sous. Et, et je voulais savoir, moi, si, parce qu'aujourd'hui, je vois qu'on est passé de 4 semaines à 1 semaine et demie, entre guillemets, parce qu'on n'arrive plus à tenir
tenir notre projet tel qu'il était défini au départ. Et je me demandais si il y avait des financements complémentaires qui allaient arriver ou pas, ou s'il fallait qu'on imagine autre chose, quoi. Voilà. Ok. Merci Michel. Alors, du coup, je passe ma dernière diapo. Je te remercie Michel d'avoir précisé à quel point c'était un projet structurant et important pour les Francas, mais ça, je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, Isabelle et Basma l'ont déjà entendu de notre part lors de réunions. Moi, j'ai qualifié pour faire un très gros clin d'œil. C'est mon patrimoine de chef-d'œuvre et de patrimoine éducatif. Voilà. Pour nous, c'est un. Et à un moment donné, on disait, parce qu'il y a eu des moments depuis 2005 où l'opération était très, très critique au niveau de sa pérennité. Et donc, on parlait de chef-d'œuvre en péril et à sauvegarder impérativement. C'est vrai que ça, je l'ai aussi dit à l'occasion d'un séminaire à la Cité de l'Histoire de l'Immigration que pour nous, dans une certaine mesure, il y avait un avant et un après les portes du temps et c'est mon patrimoine. Je pense que ça a marqué notre manière d'appréhender les partenariats autour de ces questions. Voilà, donc c'est vrai que c'est vraiment très, très important. Alors, donc, dans les commentaires que j'ai recensés dans le questionnaire, donc on a déjà parlé tout à l'heure, donc, et puis Basma, tu l'as repris tout à l'heure en disant que ça allait modifier le cahier des charges, donc une réflexion, un travail sur la formation. Également, un travail, une réflexion sur la question de la restitution, c'est-à-dire sans doute qu'il faudra qu'on ait des échanges sur les manières d'organiser cette valorisation. Et je crois qu'un des départements a aussi posé la question de est-ce qu'il peut y avoir envisagé à un moment donné une restitution, une valorisation un peu nationale de l'opération. Alors, le calendrier, bon, ça, c'est un élément qui revient quasiment systématiquement, mais je pense qu'on en a évidemment tous conscience. Et donc, c'est-à-dire quand les notifications arrivent très tardivement. Et donc, on avait discuté à un moment donné lors d'une réunion au ministère ou avec les DRAC, je ne me souviens plus, de la possibilité d'un cahier des charges à deux vitesses. Un qui continuerait comme aujourd'hui, notamment pour les nouveaux sites, donc à caractère annuel, et puis pourquoi pas une modalité de pluriannualité. Donc ça, je confirme que c'est plébiscité par nos associations. Voilà, donc ça, c'est un sujet à ouvrir. Le sujet de la communication a également été mentionné à plusieurs reprises. Donc ça, peut-être qu'il faudra que vous précisiez un certain nombre de collègues là, demandant des outils peut-être plus adaptés et puis une fois de plus, une arrivée plus en amont des outils parce qu'ils arrivent en général au moment où ça y est, on a commencé à lancer nos actions pour l'été notamment. Et c'est vrai que nous, à partir du moment où les centres de vacances et les centres de loisirs estivaux commencent, ces premières semaines-là, on est débordé, quoi. Donc si on n'a pas eu les choses avant, c'est très compliqué à gérer. Donc autre sujet, c'est les publics. Donc là, je reprends ce que Magali a évoqué pour les Landes, mais ça a été évoqué dans plein de départements. J'avais le souvenir de l'Aveyron, par exemple, qui disait, nous, on a seulement 2 QPV dans notre département, donc comment on fait? Et puis au-delà de ça, c'est aussi dire, oui, bien sûr, le public QPV et ZRR nous intéresse, mais il y a plein d'autres publics qui sont pas forcément dans des QPV et qui pour autant sont aussi éloignés du champ culturel, des pratiques artistiques. Bon, mais ça, je sais qu'on partage aussi avec le ministère cette question qui est compliquée. Et euh, moi, j'avais aussi noté une question parce que c'est pas très évident
à comprendre dans le cahier des charges, enfin en tout cas moi je l'ai pas forcément très bien compris, c'est est-ce que cette histoire des 60% de QPV, c'est un critère qui permet de savoir si on bénéficie des financements politiques de la ville, ou est-ce que c'est un critère rédhibitoire? C'est-à-dire que si on n'a pas les 60% de QPV, c'est pas d'opération labellisée. Bon, ça, c'est... Et donc sur les questions économiques, pour continuer là-dessus, certains ont posé la question de la gratuité. Donc est-ce que c'est bien ou pas d'avoir la gratuité pour l'opération C'est mon patrimoine? La question du financement, alors j'ai appelé ça du financement de la qualité pour essayer de regrouper. C'est-à-dire en gros, mais ça rejoint aussi ce que disait Michel hein, sur les financements qui finalement financent plein d'opérations en développement et du coup il y a moins d'argent pour chaque projet. Et à un moment donné, il faut qu'on trouve des moyens pour pouvoir financer le temps nécessaire à la coordination, une formation de qualité, etc. Une autre question a été posée, ça peut-être faudra aussi le repréciser parce que je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait compris, c'est le financement des petits projets et des grands projets. Est-ce qu'il est possible d'avoir un ratio différent? Parce que là, si j'ai bien compris, je crois que c'est David qui avait mis ça. Il y a un ratio, un volume financier par enfant. Et en gros, ce qu'il disait, c'est que s'il y a 1000 enfants ou 100 enfants, ça serait peut-être bien que le ratio soit un peu différent. Donc le saupoudrage quand augmentation du nombre de projets, ça, Michel vient d'en parler. Alors, question sensible, et heureusement peu fréquente, mais c'est comment on met de l'huile dans les rouages quand ça coince avec la DRAC. Et on a quand même au moins 2 endroits en France où c'est le cas. C'est-à-dire les relations sont extrêmement difficiles, voire impossibles. Une question sur le cahier des charges national qui est plutôt majoritairement bien apprécié, qui semble clair, et qui par contre parfois rentre un peu en contradiction avec une complexité ou des contraintes supplémentaires de cahiers des charges régionaux. Et puis enfin, 2 questions autres qui ont été posées, c'est le choix des artistes, avec parfois une impression qu'il y a des artistes officiels, des artistes pas officiels, et que ça peut coincer aussi dans le dépôt de dossier. Et une question qui a été évoquée comme ça, sur culture légitime ou culture illégitime. Bon, mais ça, j'ai l'impression qu'on a quand même une réponse avec la notion de droit culturel qui, autour des patrimoines immatériels et puis des différents types de cultures, normalement, devrait permettre de lever cette ambiguïté. Voilà. Donc voilà ce qui ressort. Alors, en très résumé, hein, des commentaires qualitatifs que vous avez pu faire sur les questionnaires. Donc, Bernard, tu pourras compléter, hein, puisqu'on a fait l'analyse ensemble, si tu penses que j'ai oublié des choses. Et puis donc là, bah, on va passer à l'échange. Alors peut-être à nouveau, avant de donner la parole au Franca, une première réaction côté ministère? Oui, alors je veux bien me lancer, peut-être rapidement dans les grandes lignes, puis Basma, tu complètes. Alors, dans les très grandes lignes, puis après on pourra reprendre peut-être le détail. Bon, formation, on l'a dit. Alors, ce qu'il faut comprendre et ce qui est toujours très complexe dans la façon de mener les politiques publiques aujourd'hui, c'est qu'il y a un très fort élan de déconcentration. Que donc même quand on est dans une logique, par exemple, et c'est très clair aujourd'hui dans C'est mon patrimoine de cadre national, il y a des orientations nationales, des directives nationales. Il peut tout à fait y avoir, et ça c'est vraiment une réflexion à mener, parce que je pense beaucoup d'alertes, de questions, d'interrogations, et nous-mêmes on s'interroge sur ce qu'on appelle la restitution, son format, son rôle, son sens. Et est-ce que restitution égale valorisation? Enfin, c'est des vrais sujets. Mais en revanche, la question de comment est-ce qu'on valorise le national, ça c'est un vrai sujet aussi. Et s'il y a bien un enjeu dans le fait d'avoir un dispositif national, c'est que ça puisse être un espace de valorisation. Donc là, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'on a sans doute un chantier à ouvrir pour repréciser ce cadre-là.
En revanche, ce qu'emporte le principe de déconcentration dans la gestion, alors c'est assez vertueux au départ, hein, c'est l'idée de dire que même si on est quand même un pays très centralisé et très jacobin, tout ne peut pas partir de Paris et qu'on ne voit pas tout ce qui se passe depuis Paris de façon très subtile et intelligente, et que si réellement on veut s'intéresser à ce qui se passe au plus près des habitants, de leur lieu de vie et des logiques à chaque endroit, il vaut mieux que ça se gère au plus près de chaque territoire. Et donc, en ce qui concerne le ministère, finalement, bon, c'est pas non plus un échelon minime, surtout à l'heure actuelle. Ça se passe en déconcentré à l'échelle régionale. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose, et je le comprends, hein, qui n'est pas simple, de l'ordre d'orientation qu'on va donner au national, mais d'une responsabilité ensuite dans la façon dont ça se décline, dont ça s'organise, dont ça se gère à tout point de vue, qui, elle, est bien au niveau régional. Et j'entends, hein, que parfois ça puisse être un petit peu compliqué parce que, il peut y avoir des priorités qui sont définies au niveau régional, des modes de fonctionnement, des choses qui vont être reprécisées par rapport au cahier des charges, qui peuvent paraître plus complexes. Alors nous, on a sans doute aussi un travail à faire avec les DRAC pour essayer quand même de, voilà, d'harmoniser au maximum, mais nous n'avons pas la main pour faire la police en région. Ça n'est pas l'enjeu d'ailleurs. Et donc, dans ce cadre d'orientation que nous, on pose et sur lesquels on dialogue avec les DRAC, elles conservent pleinement la main sur la façon dont elles gèrent les choses à l'échelle de leur territoire. Donc, on est dans un dialogue, mais à aucun moment on peut être dans une situation où on reprend la main sur ce pilotage-là et ce travail-là. Alors, tout ça pour dire qu'il y a des choses qu'on va pouvoir se dire aujourd'hui qui sont des principes génériques sur lesquels on pourra peut-être redialoguer avec certaines DRAC si ça coince à certains endroits, et on essaye de le faire, mais qui, dans la réalité du pilotage territorial, se retrouveront peut-être pas point par point. Et que pour répondre à la question comment on fait quand ça coince avec la DRAC, on essaye, enfin voilà, idéalement, il ne faudrait pas que ça coince trop effectivement avec la DRAC parce que bon, on peut toujours après nous redialoguer. En transversalité, on peut aussi parfois, parce qu'on y reviendra, c'est un dispositif et interministériel, peut-être essayer du coup de dialoguer avec l'autre interlocuteur qui est plutôt celui de la cohésion des territoires aussi. Mais c'est vrai, ou trouver d'autres services interministériels, et nous on pousse beaucoup à mieux faire rentrer aussi dans les concertations et les tours de table, par exemple les DRAGES, qui sont souvent alors, ou absents, ou en tout cas pas systématiquement associés. On trouve que ça serait une bonne idée qu'ils le soient davantage. Donc voilà, ça peut peut-être recréer d'autres espaces de dialogue, mais effectivement, si ça coince avec les DRAC, c'est toujours un petit peu compliqué. Sur ce que j'ai lu, justement, donc quand on a ce cadre général en tête, il y a des grandes réponses que je peux vous apporter, encore une fois. Nous-mêmes, on se rend compte qu'au niveau pilotage régional, c'est pas toujours clair. Les 60% de QPV, alors on va être clair, c'est un dispositif interministériel à la base, qui a été conçu avec l'ancêtre de l'ANCT aujourd'hui, de l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, dans une perspective politique de la ville. Et aujourd'hui, il y a un cofinancement très fort au titre de la politique de la ville. Et cette question des 60%, elle est posée sur ce volet de financement-là. Autrement dit, pour que l'ANCT rentre dans la boucle du financement, il faut qu'il y ait au moins 60% des publics qui relèvent de la politique de la ville. Parce qu'en plus, pour être très clair, dans la question de la cohésion des territoires, c'est des sujets crédits un peu compliqués, mais il y a beaucoup de crédits d'intervention pour mener ce type de dispositif en politique de la ville. Malheureusement, du côté de la ruralité, de l'agenda rural, enfin des politiques qui se font dans les territoires ruraux, c'est souvent des politiques d'investissement, de choses comme ça, mais nos amis de la cohésion des territoires ont très peu de crédits à mobiliser sur la question des territoires ruraux. Alors pour nous-mêmes, c'est un vrai sujet de discussion parce qu'effectivement, on est assez convaincus et on dialogue beaucoup avec nos camarades de la NCT là-dessus sur le fait que les territoires ruraux, notamment, sont tout aussi prioritaires que les territoires politiques de la ville et qu'en plus, on peut avoir toute une diversité de publics aussi avec lesquels on souhaite travailler sur ces questions voilà, de pratiques et pas seulement d'accès, hein, vraiment de participation autour de toutes les formes, et notamment de découverte du patrimoine, qui ne sont pas concentrées uniquement en QPV. Donc comment est-ce que ça se traduit? C'est l'idée que pour nous, on peut tout à fait se dire que comme il y a un financement qui vient des DRAC et qu'il y a un financement qui vient de la politique de la ville, quand les choses se gèrent un peu subtilement, on peut avoir une espèce d'équilibre des forces en présence bien menée qui fait qu'on va davantage flécher peut-être des financements par les crédits politiques de la ville
sur les projets qui se déroulent en QPV, et puis avoir une possibilité d'avoir des financements plutôt côté DRAC, nous qu'on appelle de droit commun, qui vont venir plutôt soutenir des projets en milieu rural. Alors, encore faut-il qu'au niveau du pilotage régional entre les différents services déconcentrés, on arrive un peu à se mettre d'accord sur cet équilibre des forces en présence. Parce que du coup, parfois, côté politique de la ville, ils se sentent un peu lésés s'ils se retrouvent à financer seuls massivement les projets qui se passent chez eux, tandis que les crédits culture ne financent que des projets qui se passeraient, par exemple, en milieu rural ou en dehors de la politique de la ville. Et c'est comme ça que récemment, à l'échelle du ministère, on est venu nous dire: «C'est pas normal, le ministère de la culture ne finance pas assez la politique de la ville». C'est la politique de la ville qui doit financer tout ce qui se fait en matière de culture dans les QPV. Donc on a essayé de leur dire que non, non, quand même, pas tout à fait. Mais typiquement, voilà, ces dialogues autour de comment est-ce qu'on finance, par exemple, typiquement les projets C'est mon patrimoine, sont peut-être venus un peu alimenter ce sentiment-là. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que nous, dans les remontées, dans certaines régions, ça se passe très bien. Il y a une vraie discussion entre DREDS, DRAC et puis parfois d'autres, encore une fois, parfois DRAGES ou autres, pour se dire, voilà, comment est-ce qu'on arrive à cofinancer et à répartir un peu équitablement les financements, typiquement pour pouvoir quand même faire rentrer des projets en milieu ruraux et typiquement dans des territoires où finalement l'enjeu, c'est plutôt la grande ruralité que la présence de QPV. Donc on va essayer de maintenir, nous, le dialogue avec les DRAC. Encore une fois, on n'est pas dans une injonction, une coercition des orientations qui disent voilà, vous affectez tant de vos crédits à la ruralité, tant au QPV. Non, on ne peut pas le faire d'ailleurs, on n'a pas vocation à le faire, mais on va essayer le plus possible de leur permettre de partager leurs bonnes pratiques d'une région à l'autre pour voir comment ils arrivent mieux à répondre à cette question de la répartition. Donc non, les 60%, ce n'est pas rédhibitoire. On peut avoir des projets qui ne se déroulent pas nécessairement en QPV, surtout quand on peut valoriser d'autres publics prioritaires. Mais la prise en compte, effectivement, pour l'instant, varie un peu sur les territoires et la capacité pour les DRAC à dégager seul le financement qui va venir permettre de soutenir ces projets-là, en dehors de tout financement à NCT qui, eux, ne sont jamais dirigés sur des projets qui n'ont pas 60% de résidents en QPV. J'essaye de réfléchir aux principales questions qu'on avait vues de cet ordre-là. Parce que, alors, en fait, du coup, je suis en train de réfléchir parce que le temps est effectivement assez contraint. Peut-être que là, il faut qu'on écoute aussi d'autres questions complémentaires, parce que de toute façon, après ça, Isabelle et Basma, c'est des choses qu'on va pouvoir reprendre aussi entre nous après. Alors peut-être Daniel et Bernard, si vous voulez poser vos questions. Oui, merci. Hervé, c'est bon, on m'entend? C'est bon, Daniel. Merci Hervé de me donner la parole. Madame Jacot-Marchand, en fait, ce que moi je peux rajouter par rapport à votre intervention, c'est que quand le cadre général, le cadre, on va dire, national est posé et qu'en région, les stratégies régionales ne vont pas en fait restreindre ce cadre général, ça va. Il vaudrait mieux qu'à partir du cadre général national, que les territoires ouvrent en fait des perspectives, enfin, d'autres possibilités, mais qui ne viennent pas en fait restreindre le cadre général. Je pense, enfin, je ne sais pas si les discussions peuvent aller dans ce sens-là. Ils peuvent ajouter, eux, des éléments de stratégie par rapport à leur territoire, effectivement, mais qui ne viennent pas en fait restreindre ce qui est posé sur le cadre national. Il y a ça, et je pense que, bon, Hervé a déjà un peu évoqué la question de qu'est-ce qui est légitime en termes de patrimoine, en fait. Ça, nous, en tout cas, en Isère, c'est une grosse question. On est un peu allé au culot sur les années précédentes. On a dit, nous, ça, c'est patrimoine, ça, c'est légitime. Et on est allé, on a déposé le dossier, il est passé. On a un peu serré les dents, on ne savait pas s'il allait passer. Mais c'est vrai que c'est une question qui, je pense, doit être un peu plus précisée dans les cahiers de charges. Est-ce que, c'est pas moi, est-ce que le langage, on a des jeunes qui commencent à avoir quand même des éléments, enfin, il y a des choses qui changent dans le langage. Est-ce que parler français en Isère, est-ce que c'est le même parler français en Savoie? Du coup, est-ce qu'on peut partir sur ce type de sujet-là pour proposer un projet? La question de l'art culinaire, enfin, il y a tout ce qui est immatériel, en fait, je trouve que c'est... Enfin, après, on y va un peu au culot, on y va un peu avec notre... comment je vais dire, nos appétences, mais est-ce que c'est quelque chose qui peut être un peu plus précisé dans le cahier des charges pour qu'on n'aille pas parfois dans des dialogues avec les techniciens? Les techniciens disent non, nous on dit oui, on pose quand même et puis on verra si ça passe.
Alors, Merci. merci Daniel. On passe à Bernard et puis après, c'est une question qui a donné lieu à un grand débat lors d'un webinaire organisé par le ministère avec l'ensemble des DRAC. Mais Bernard? Oui, Bernard Nolly, je suis vice-président des Francas du Rhône. C'était juste un complément par rapport à ce que tu disais, Hervé, de m'inviter à le faire éventuellement. Deux toutes petites choses. Je pense que tu l'as dit, mais je réinsiste parce que c'est beaucoup ressorti la question des délais de réponse et du traitement du dossier qui parfois semble mettre en difficulté certaines AD, certaines associations départementales par rapport à la mise en place. Et puis la deuxième petite chose, c'était un petit échange qu'on a eu avec Hervé par rapport à la question de la formation où il y a une réflexion, enfin, si on veut aussi toucher des publics très, très éloignés, il faut parfois ne pas avoir trop de contraintes préalables pour pouvoir mobiliser certains animateurs qui, sinon, ne viendront pas. Donc, il y a un équilibre je pense, à trouver entre l'information, c'est principalement peut-être l'information avant la formation. La formation peut être très bien, hein, bien sûr, mais voilà, il y avait cette question qui était ressortie aussi de nos échanges avec Hervé. Donc, voilà, je souligne juste ça. Tout à fait. Ok, merci. Alors, juste, et puis là, du coup, je redonne la parole à Isabelle et Basma. Effectivement, sur la question des différentes acceptions du patrimoine, alors il y a quand même le fait les patrimoines immatériels sont mentionnés dans le cahier des charges. Donc, logiquement, il n'y a pas d'interdiction. La discussion qu'on a eue, c'était de dire il faut quand même qu'on arrive à le rattacher à. Alors ça peut paraître contradictoire, hein, mais à une institution ou en tout cas à une organisation qui va permettre qu'on l'appréhende d'une façon qualitative, etc. Mais en tout cas, oui, la gastronomie, ça a déjà donné lieu à des projets, je me souviens, en Occitanie, mais aussi le patrimoine naturel ou le patrimoine industriel. Donc aujourd'hui, on est quand même par rapport au château d'origine, les Portes du Temps, parce que c'était très, très, très restrictif, hein, le démarrage. On est aujourd'hui dans quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus large. Et donc, sur la question de la formation, puisque Bernard t'a repris ça, il me semble quand même que tout à l'heure, Basma a bien parlé de sensibilisation. Et donc, ça, je pense que c'est une suite directe des discussions qu'on a eues au cours des derniers mois, là, en disant que effectivement, il faut qu'il y ait différents degrés de formation. Mais juste, moi, pour donner une idée, puis je m'arrête là, je disais qu'on a tous expérimenté, enfin, plus qu'expérimenté maintenant, appréhender la forme de visio, de formation à distance, etc. Moi, l'idée majeure, c'est de dire qu'il ne peut plus y avoir un animateur ou une animatrice qui arrive sur un site patrimonial et quand on lui dit « Est-ce que tu sais où t'es ?», qu'ils disent « Non, je ne sais pas ». Je l'ai déjà vécu, ça. Je pense qu'on l'a tous vécu, etc. Et donc, par exemple, de dire que systématiquement, au minimum, il y a un webinaire de présentation de l'action une semaine avant la venue du groupe sur tel site, au minimum, hein, je dis. Hein. Voilà, ça, pour moi, c'est une piste à creuser. Et le minimum, c'est ça. Et le maximum, ça peut être des séminaires de formation hybrides, comme on l'a fait avec beaucoup de succès à certains endroits, avec des médiateurs du site patrimonial, des artistes et des gens des Francas. Isabelle et Basma, je vous redonne la parole. Peut-être sur le PCI, parce que moi, en plus, entre-temps, j'ai fait une très jolie journée sur le patrimoine culturel immatériel avec nos camarades de la mission patrimoine culturel immatériel du ministère. Et ça a permis un petit peu de recadrer le débat. L'idée, c'est que déjà, on est bien dans une dimension dite de patrimoine. Donc, il y a une différence entre ce que peuvent être les pratiques culturelles au quotidien et qui ne sont pas du tout à sous-estimer, et le fait d'aborder quelque chose de patrimonial. Dans le patrimonial, il y a des choses plus ou moins classiques, et puis il y a la question de ce fameux PCI qu'on appelle aussi patrimoine vivant. Et qu'est-ce qui en fait la définition, au-delà du fait quand même qu'on a un inventaire de ce patrimoine au niveau de la France et au niveau de l'UNESCO, qui est aussi un peu un cadre de référence pour ce qu'on peut faire rentrer dans le patrimoine vivant, mais il y a quand même l'idée qu'on est autour d'un patrimoine qui est identifié comme tel par une communauté, c'est-à-dire avec une dimension patrimoniale et une dimension patrimoniale qui reste vivante. En plus, ce n'est pas juste on va documenter des traditions passées qui n'ont plus cours. On est dans l'idée qu'il y a une
un savoir-faire ou une tradition ou effectivement quelque chose de l'ordre de l'immatériel qui a une dimension patrimoniale, qui s'inscrit véritablement dans une histoire et qui est reconnue par une communauté et par des porteurs de patrimoine qui sont eux-mêmes capables de transmettre ce patrimoine comme faisant patrimoine. Donc, étant le témoignage d'un parcours, d'une histoire et de la réalité d'un territoire. Donc, quand on pose les choses comme ça, je pense que ça redessine quand même un tout petit peu le champ aussi. C'est-à-dire que typiquement, des pratiques culturelles tout à fait légitimes et contemporaines et habituelles, etc., ne sont pas forcément en soi des éléments patrimoniaux portés ou reconnus par une communauté et inscrivant l'histoire de cette communauté. Si on en revient sur la langue, ça peut être un vecteur aussi de patrimoine. C'est pas forcément, sauf dans certains cas, complètement en soi non plus un patrimoine vivant dans le sens du PCI de l'UNESCO. Souvent d'ailleurs, c'est un volet de ce patrimoine culturel immatériel qui permet de l'exprimer, mais qui n'est pas forcément complètement en soi. Donc, comment dire, pareil, on peut avoir des traditions. Ce qu'on a pu voir aussi souvent, c'est le fait de travailler sur l'archive finalement de savoir-faire ou de traditions, certes anciens, qui n'ont plus forcément cours aujourd'hui et qui ne sont pas forcément, par exemple, dans le cadre de l'UNESCO. C'est pour ça aussi qu'on remet beaucoup cette question de patrimoine vivant, reconnu en tant que tel comme un patrimoine culturel immatériel, dans le sens où ce patrimoine aujourd'hui n'est plus vivant, n'existe plus, par exemple. Alors ça peut être un travail d'historien ou d'archéologue d'un certain nombre de pratiques, mais si aujourd'hui ce patrimoine n'est plus vivant et ne peut plus être porté par des gens qui le vivent et le transmettent, c'est pas considéré comme un patrimoine vivant culturel immatériel, par exemple. Je ne sais pas si ça vous permet de recadrer un peu la question de qu'est-ce qu'on appelle patrimoine. Donc l'idée, c'est quand même bien qu'à un moment donné, en face de ces questions patrimoniales, on peut mettre à la fois une pratique artistique, on peut imaginer de faire aussi dialoguer cette pratique artistique avec un ensemble de pratiques culturelles, aussi des jeunes aujourd'hui pour qu'ils y trouvent cet écho-là, mais quand même, dans la construction du projet, à un moment donné, il y a bien un objet qui est patrimonial. Alors que ça soit un patrimoine effectivement industriel, naturel, un patrimoine bâti, historique, mais il y a bien un objet patrimonial ou un patrimoine vivant, un patrimoine culturel immatériel, il y a bien un objet patrimonial, il y a bien une proposition de regard artistique, et encore une fois, tout ça peut aussi s'articuler avec des pratiques culturelles et créer d'ailleurs là-dessus un dialogue plutôt riche et judicieux pour embarquer des enfants ou des jeunes dans cette découverte de l'objet patrimonial, mais on garde bien au sens du pratique de C'est mon patrimoine, l'idée qu'il y a quand même un socle d'un objet patrimonial à découvrir. Je ne sais pas si j'ai été claire en fait dans ma réponse. Et puis du coup, Oui, j'ai mis dans le oui, chat très bien. le lien sur l'UNESCO là, hein. Ça nous permettra aussi d'aller creuser ça. Alors, Basma, je ne sais pas si tu as des Oui, juste un compléments. petit complément sur la question de la communication. Parce qu'il y avait chaque année un site internet dédié à C'est mon patrimoine et qui recensait certains projets qui présentaient, etc. Aujourd'hui, en fait, la communication, il n'y a pas d'outils de communication à proprement parler. En fait, chaque structure est libre d'organiser et de réaliser sa propre communication, en utilisant le logo «C'est mon patrimoine», le logo des Francas, par exemple, et pour les projets portés, par les Francas ou en partenariat avec les Francas. Mais voilà, la condition, c'est vraiment le logo, «C'est mon patrimoine», et pour avoir une valorisation et une visibilité des projets qui sont, menés, il y a maintenant une inscription sur un open agenda. Je ne sais pas si vous avez pu déjà le faire, cette année. Heu une agence qui s'appelle l'agence Alambret qui coordonne avec nous, la communication, et la valorisation de cette opération, et vous avez sûrement dû recevoir, voilà, une information pour, une inscription sur l'open agenda dédié à C'est mon patrimoine, qui permet d'avoir une cartographie, et une visibilité sur les projets qui sont réalisés.
Ok. Et je vois une dernière question sur les délais. Donc, quand l'info arrive à la DRAC fin novembre, il y a encore un délai de traitement dans les régions. Ça va être très court, à mon avis, les délais de traitement, parce que les DRAC et les DRED sont déjà prêtes, en fait. Ils attendent juste le lancement. Donc, je pense que ça va aller très vite. Isabelle. Ok. Alors, Peut-être le bon, dernier complément sur le saupoudrage, Hervé, en 2 Oui, secondes. Alors, oui. est-ce qu'il va y avoir... Non, parce que ça, on va le dire, hein. Est-ce qu'il va y avoir des crédits complémentaires là, tout de suite, maintenant? Alors, là aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les crédits, ce sont ceux des DRAC et des DREDS. Enfin, ils sont complètement déconcentrés et gérés au niveau des régions. Eux aussi nous ont fait remonter la question de... et parfois, dans les conférences, on voit des demandes de crédit. Quand on peut en redéléguer en plus. Très concrètement, on s'oriente vers un budget 2024 qui, sur tous nos sujets, nous, au sens large, ne verra pas forcément arriver de mesures nouvelles. Donc, je ne suis pas bien sûre qu'on ait une explosion des crédits. En revanche, je ne vous cache pas que la question du saupoudrage, c'est une vraie question et que dans la réflexion aussi sur sortir peut-être de l'appel à projet annuel pour certaines DRAC, réfléchir aussi un travail sur du pluriannuel, sur de la structuration de réseau, sur des projets de plus grande ampleur qui pourraient peut-être fédérer plusieurs acteurs sur un temps plus long. Enfin, il y a aussi cette idée de dire, si les moyens n'évoluent pas, effectivement, les stratégies, c'est peut-être de travailler sur des structurations à l'échelle des territoires, de porter peut-être moins de projets, mais de plus grande envergure, peut-être avec des projets pluripartenariaux ou des vrais projets de réseau. Enfin, ça va être une question qui va se poser. Je pense que toutes les DRAC n'y apporteront pas la même réponse aussi en fonction de leur marge de manœuvre budgétaire, de leur stratégie territoriale, de la façon dont elles voient les choses. Mais effectivement, nous, on se pose cette question, c'est qu'à un moment donné, quand le soutien devient symbolique, est-ce qu'il sert encore à quelque chose et est-ce qu'on porte encore des projets qualitatifs ou est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas repenser aussi la manière dont on accompagne la structuration, la mise en réseau des partenaires pour réfléchir à des propositions effectivement sur du plus long terme, structurées, avec des montées en puissance et du coup un vrai soutien derrière. Et ça répond aussi un peu à la question du comment est-ce qu'on soutient du qualitatif en tenant compte de ce que ça mobilise comme besoin RH, comme besoin en formation, en qualification. Voilà, donc la réflexion, elle est engagée. Je ne suis pas sûre que les perspectives budgétaires qui nous attendent nous permettent de démultiplier les moyens. Mais par contre, de réfléchir comment est-ce qu'on les affecte au mieux pour que on structure, on mutualise, on a cherché aussi d'autres partenaires en interministériel, on intègre ça mieux dans le dialogue avec les collectivités territoriales et les différentes contractualisations avec les collectivités territoriales, ça va être un vrai sujet de réflexion, nous, au niveau du ministère et des DRAC, pour éviter justement ce saupoudrage dont on se rend bien compte qu'il est à la fois non seulement frustrant, mais surtout qui ne permet pas forcément de bien soutenir les projets, quoi. Ok. Alors, j'ai vu qu'il y avait Jacques qui voulait intervenir dans les peut-être dernières interventions, et puis Florence, je reprendrai ta question après. Vas-y, Jacques. Jacques. Ah, J'ai vu ta main levée, mais je ne te vois pas. Je ne là, t'entends c'est pas. mieux. Si Oui, tu mets le Jacques micro, c'est Morisson. mieux. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon, Jacques, vas-y. Ouais. Ah, ok, voilà. Oui, donc Jacques Morisson, je représente l'Union régionale des Francas d'Occitanie. Et donc, je voulais d'abord un petit témoignage et ensuite des questions. L'Union régionale des Francas d'Occitanie anime le dispositif C'est mon patrimoine depuis les portes du temps, on va dire. Donc en lien avec la DRAC et la DREDS maintenant, donc avec une mission d'animation de réseau, un soutien aux institutions dans la phase de diffusion de l'information, de constitution des dossiers jusqu'à un peu l'aide à l'instruction, un soutien après aux porteurs de projets dans la phase de construction de réponse à l'appel à projet pour la candidature. Et après, tout au long de l'année, c'est plutôt un accompagnement des porteurs et porteuses de projets sur la création d'outils, des événements collectifs comme le bilan, et jusque voilà, à la fin avec une petite analyse de l'opération en région. Et donc, je voulais revenir sur certains points là, qui ont été évoqués, comme le besoin de formation, l'importance de la co-construction. Et les retours que j'ai des différents porteurs et porteuses de projets, c'est qu'effectivement, ce temps prend énormément de temps
en amont et même après pendant l'opération en régulation, etc. Et le retour qui m'est souvent fait, c'est que le financement ou la hauteur, je dirais, du financement n'est pas vraiment adapté, je dirais, à tout ce temps qui est nécessaire à l'ingénierie du projet. Et donc, souvent, il y a un décalage qui se fait entre l'ingénierie et l'action, je dirais, avec les enfants et les jeunes sur le terrain. Et là, on a des soucis, du coup, pour les cofinancements. Les porteuses ont des soucis pour trouver les cofinancements pour mener à bien le projet, parce que là, les aides DRAC et DRETS, quand elles y sont, représentent 20 à 40% du budget. Donc, ça fait quand même une bonne proportion à trouver, quasiment les 2/3, ce qui n'est pas toujours évident. Et du coup, on a une question qui revient souvent, c'est sur le cumul, donc je ne sais pas jusqu'où la DRAC peut répondre, mais sur le cumul des aides entre les fonds politiques de la ville départementaux et les fonds de crédit régionaux. Voilà, parce qu'il y en a qui déposent sur les deux éléments et on n'arrive pas à avoir vraiment des informations claires à ce niveau-là. Je ne sais pas si après, au niveau de la DRAC, il y a des positionnements qui sont faits ou ce serait directement la NCT. Voilà, donc ça, c'était la question. Sur la politique de la ville, c'est directement la NCT et puis parfois aussi des délégués auprès des préfets. Enfin, mais c'est vrai que ce n'est pas la DRAC qui va avoir le regard là-dessus. D'accord. Et après, du coup, pour revenir sur le déséquilibre un peu qui est remarqué entre l'importance de l'ingénierie qui est donnée et du coup, voilà, ce décalage entre le terrain et, je dirais, l'action auprès des jeunes. J'allais piquer vraiment les mots de nos camarades de la création artistique en ce moment qui font, je ne sais plus c'est comment, produire moins et mieux, enfin diffuser mieux. Mais en fait, je pense que la question qui va se poser, c'est pas forcément faire moins, mais c'est comment faire autrement et à une autre échelle pour être mieux soutenu. J'en reviens à, effectivement, le constat qu'on peut faire, c'est que peut-être à cet endroit-là, le fait de démultiplier d'ailleurs souvent parfois des projets qui sont à la fois petits, peut-être par leur réalisation, mais qui demandent un temps démultiplié effectivement d'ingénierie, ça pose cette question de comment est-ce qu'on mutualise aussi ces temps-là dans le cadre de projets de plus grande envergure où on peut du coup mieux soutenir le projet en tenant mieux compte du fait qu'effectivement le temps de réalisation et les coûts finalement directs peut-être de la présence d'un artiste ou de l'accueil des enfants et des jeunes, c'est la partie émergée de l'iceberg et qu'on se focalise sur ce financement-là en se disant bah, ça va tenir, alors qu'en fait la réalité du travail est tout autre et que c'est peut-être effectivement de mieux penser les stratégies de développement de ces projets en tenant compte de tout ce qui va autour et qui va être un peu l'issue pour mieux les soutenir, leur permettre de prendre de l'ampleur et peut-être à l'arrivée d'être, voilà, de toucher tout autant d'enfants et de jeunes, mais pas vraiment avec les mêmes méthodologies de départ et pas peut-être en démultipliant un certain nombre de projets parallèles qui finalement, chacun vont peut-être concerner. Alors, ont tous leur intérêt, hein. Ça c'est franchement, dans les débats qu'on a avec les DRAC, c'était tout le sujet. C'est-à-dire tous ceux qui disaient, bah oui, mais on a plein de petits projets, de petits porteurs, etc., qui sont super, qui vont aller toucher à un endroit donné le bon public sur un bon sujet qui est pointu. Et en fait, à la fois, on en est convaincu, mais la réalité, c'est qu'au final, on finit par effectivement saupoudrer des tout petits financements qui ne tiennent compte que du moment de la réalisation du projet et pas du tout du fait que si on veut avoir l'ambition de C'est mon patrimoine, effectivement, il y a un très gros boulot à faire tout autour. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir qu'on se réinterroge. Et ça recoupe, je vois, une question sur été culturel, c'est mon patrimoine, répartition des moyens et un peu philosophie. Nous, on nous l'a beaucoup posé, la question sur le temps de l'été. C'est en gros dans les deux sens, hein. Est-ce que c'est mon patrimoine, ça rentre dans l'été culturel ou est-ce que c'est encore le moment de le faire alors qu'il y a l'été culturel? Enfin, bon. L'idée, c'est qu'on est à deux endroits différents. Alors, il y a des crédits massifs sur l'été culturel, mais alors là, pour le coup, pour finalement plein de propositions qui peuvent être d'ordre très différent, mais dont les enjeux sont peut-être beaucoup moins dans l'ordre finalement de cette transmission qui se rapproche de l'éducation artistique et culturelle hors temps scolaire, c'est mon patrimoine, où on tient vraiment à ce qui est ce travail, cette co-construction, l'aspect à la fois pratique, découverte d'un patrimoine, donc cette connaissance, cette rencontre, le temps de la pratique, etc.
Là où dans l'été culturel, on peut être sur toute une diversité de propositions qui sont vraiment aussi même de l'ordre de la découverte impromptue, de la sensibilisation, de toutes sortes de choses où on n'est pas dans cet attendu finalement très construit qui est celui de C'est mon patrimoine. Donc ça n'interdit pas, et à certains endroits ça se fait, que des crédits de l'été culturel viennent appuyer des projets C'est mon patrimoine, mais pour nous, les deux ne se confondent pas. Et c'est peut-être là aussi qu'il va falloir qu'on redéfinisse un peu la stratégie sur qu'est-ce qu'un projet C'est mon patrimoine, dans toute sa complexité, dans toute son ingénierie de projet et dans sa volonté d'être vraiment dans cette démarche finalement éducative, parce qu'une démarche éducative, c'est pas forcément une démarche qui se déploie à l'école. Ce qui est proposé dans le cadre de l'été culturel, où là, on est vraiment plus, j'allais dire, si les DRAC m'entendaient, elles hurleraient, mais dans une forme d'animation culturelle au sens très large des territoires sur cette période de l'été, avec des formats qui peuvent être extrêmement différents et qui n'appellent pas tous le même degré de construction, d'ingénierie et de compréhension, enfin, des piliers éducation artistique et culturelle dans un projet. Donc pour moi, je pense qu'il faut qu'on défende vraiment la nécessité des deux et qu'on ne les confonde pas systématiquement. D'où l'importance aussi de se dire c'est mon patrimoine, c'est évidemment l'été, mais pas seulement. Ok. Alors, on s'achemine là vers la fin du rendez-vous. De façon un peu ramassée, là, alors, en perspective interne Franca, on va reprendre la question de l'économie, je pense, parce que donc vous avez entendu les CAF qui peuvent financer. Et je pense que c'était quand même très peu cité finalement dans les retours, à 2 ou 3 exceptions près. Donc, allez expertiser cette question-là. Je remets aussi sur la table le financement possible par des MSA, notamment évidemment pour les territoires ruraux qui soutiennent des projets culturels comme la radio par exemple, mais aussi des projets artistiques. Je pense qu'il faudra qu'on aille regarder aussi du côté de notre OPCO, Uniformation, quand la formation concerne des salariés d'employeurs qui cotisent à Uniformation. Et j'ai été aussi surpris de ne voir aucune région mentionnée, aucun conseil régional. Donc ça, je pense que quand il y a des projets d'envergure, je pense notamment à l'Occitanie. Donc voilà, c'est une question. Il faudra qu'on la reprenne entre nous. Et sachant qu'au niveau national, on va aussi nous aller démarcher des fondations pour des financements nationaux. Donc ça, on se tiendra au courant sur ce sujet-là. Alors, de façon beaucoup plus précise, donc je redonne une petite liste de courses à David. Je veux bien que tu m'envoies par mail les déclinaisons et la précision sur Aveyron Culture, des choses comme ça. Rudy, que tu m'expliques comment tu obtiens autant de sous des monuments nationaux pour que tu nous donnes la piste. Parce que si c'est effectivement, je ne me suis pas trompé, c'est une somme qui est conséquente, donc sachant que ça m'intéresse aussi dans le cadre de la convention avec le Centre des Monuments Nationaux, que pour information, on est en train de retoiletter puisque les 3 ans suite à la première signature arrivent à échéance et donc il faut qu'on re-signe une nouvelle convention. Et Jacques, j'aurais aussi besoin que tu m'envoies quelques billes sur le contenu et la manière dont s'anime la coordination régionale. Alors, je vois Daniel qui me met qu'il y a une banque qui finance en Savoie. En fait, toutes ces informations-là, vous n'hésitez pas à me les faire remonter parce qu'après, c'est des possibilités d'échange. Alors, 2 dernières choses avant les toutes dernières questions. C'est peut-être parce que j'avais préparé la réunion avec Sébastien et Frédéric là, pour le Var. Donc, éventuellement, Sébastien, d'avoir ton avis aussi en tant que partenaire, parce que là, voilà, tu participes à cette réunion et je trouve que c'est intéressant, comme je l'avais dit en intro, comme indicateur. Et ensuite, par rapport aux associations départementales qui veulent se lancer dans C'est mon patrimoine, parce que là, je vois Lorelai, il y a les collègues de Martinique qui sont là, etc. Parce que du coup, là, vous sentez peut-être pas suffisamment nourri sur la manière dont on doit monter un nouveau projet C'est mon patrimoine. Mais donc là, donc, vous n'hésitez pas à me faire remonter vos demandes. Et après, la meilleure méthode, c'est on vous met en contact avec des associations qui ont l'expérience. Et donc là, on va organiser des petites sessions d'accompagnement, soit collectif, soit en bilatéral, pour vous aider à monter les dossiers et aller taper aux portes des partenaires avec lesquels vous pourriez monter
une belle opération dans vos territoires. C'est vrai que Martinique, je te fais un bel appel du pied, mais ça fait longtemps que on a l'idée de remonter des choses dans les Antilles. Si on pouvait faire quelque chose chez vous, ça serait vraiment super. Alors, donc là, les toutes dernières questions. Alors, Sébastien du Muséum, puisque je t'ai tendu la perche, je te laisse intervenir. Et puis après, j'ai vu qu'il y avait Fabienne et Michel. Parce que voilà, Bonjour à là, tous. comme on avait dit midi, il y a des gens qui vont commencer à partir. Donc, alors, Sébastien? Oui, donc bonjour à tous. Merci pour l'invitation donc à cette réunion. Non, pour juste remercier la structure des Francas. Effectivement, nous, structure culturelle, nous comme muséum d'histoire naturelle, sans une structure extérieure qui fait le relais avec les accueils de loisirs, la politique de la ville et les différents dispositifs, nous, clairement, je pense que c'est un projet sur lequel on ne serait pas allé. On n'a pas cette expertise-là. On est un petit peu l'îlot culturel dans le quartier. Et effectivement, c'est hyper nécessaire pour nous, et tant au niveau de la formation que la recherche des artistes, etc. Donc, et ça fait nous 10 ans qu'on le fait. Effectivement, on a commencé par les Portes du Temps. Et du coup, voilà, c'est vraiment un projet c'est le seul projet où effectivement on arrive à faire du social et de la culture au sens large, c'est-à-dire qu'on travaille le savoir-faire et savoir-être. Et pour nous, c'est très, très important. Et d'ailleurs, on l'appelle, nous, de la nature à la culture. Effectivement, la question du patrimoine, on se la pose beaucoup. Et autant on va aller travailler sur la cigale en extérieur, et comment la cigale, on va lui donner un nom et comment on va l'exposer dans un muséum. Donc, du coup, effectivement, enfin, tout ce que vous avez dit, on est partant. Après, effectivement, nous, à chaque fois, c'est d'une année sur l'autre, et le coup par coup, peut être compliqué. Et partir sur du long terme, effectivement, sur un projet un peu plus global, ça permettrait d'inclure la formation des animateurs, et aussi, pourquoi pas, d'impliquer les familles, les parents. Et du coup, voilà, une lisibilité sur plusieurs années ou un temps plus long serait plus intéressant pour nous, quelque part. Merci à vous. Alors, Fabienne, pour le Gers? Oui, bonjour, donc Fabienne Tastet pour l'AD du Gers. Moi, je continue mon petit combat tant que en termes d'information, sensibilisation des animateurs et des professionnels, si on pouvait avoir les entrées gratuites avec une carte de professionnel autour du patrimoine, ça serait un plus, parce que ça nous amènerait aussi à sortir et à dépasser la porte de tous ces différents sites. Et voilà. Ma petite lutte, je continuerai à chaque fois pour le dire. Merci. Tu as bien raison, Fabienne. Et pour info, j'ai commencé à en discuter avec le Centre des monuments nationaux. Alors, c'est que 100 monuments, hein, les monuments nationaux, mais c'est pas partout, c'est pas dans tous les départements. Mais Michel, pour peut-être la dernière intervention. Oui, moi, je voulais parler d'un autre partenaire qui me semble important, c'est les pays d'art et d'histoire sur les départements où il y en a. Nous, on travaille avec un pays d'art et d'histoire transfrontalier, donc on a une dimension un peu plus sur 2 pays, 2 régions. Et je me posais la question également des financements européens, peut-être, pour en tout cas les départements transfrontaliers, peut-être aller chercher des financements européens. Et je crois qu'il faut rajouter ça peut-être dans les pistes de réflexion, Hervé. Voilà. OK. Merci. Alors, effectivement, sur les financements européens, il y a bien 2 volets, hein. Il y a le volet transfrontalier avec des financements spécifiques que vous pouvez obtenir. Sur le dossier notamment Europe Créative, qui est le fonds sur lequel on pourrait imaginer démarger, on a déjà travaillé là-dessus avec Marielle, hein, la collègue qui s'occupe de l'Europe. Le problème, c'est qu'on peut obtenir des fonds et qui sont assez conséquents, mais finalement, alors, ce n'est que pour des nouveaux projets. C'est-à-dire que ça ne permettra pas de financer l'existant. Donc, c'est hyper intéressant au niveau pédagogique, interculturel, etc. Mais ce n'est pas ça qui viendra alimenter l'économie actuelle de C'est mon patrimoine. Donc, le comble, c'est qu'on pourrait avoir des fonds européens très conséquents qui nous permettent de développer l'action avec d'autres pays, et puis que par ailleurs,
le château de cartes s'effondre sur nos territoires. Donc, c'est voilà, c'est un sujet pour moi. Donc, la priorité, c'est sur l'Europe, c'est le développement interculturel. Mais ça ne sera pas une solution magique au niveau économique, malheureusement. Il est 12h24, donc je vous propose qu'on conclue ce temps. Alors moi, merci beaucoup, parce que c'est vrai que Isabelle et Basma, j'avais clairement mis gentiment la pression aux associations départementales des Francas en disant, enfin déjà on a l'habitude de se retrouver nombreux régulièrement lors de ces deuxièmes vendredis de chaque mois. Mais là, j'avais mis un petit coup de pression en disant, bah, faut qu'on montre que oui, ce qu'on dit par rapport à l'importance de ces monts patrimoine au Franca, c'est vrai. Et c'est bon, là, on était, j'ai pas fait exactement la liste, mais je pense qu'on était 40. Voilà, donc moi, je suis très content de cette mobilisation qui n'est pas, vous l'avez compris, une mobilisation de façade, hein. Il y a vraiment voilà, il y a quelque chose autour de ces monts patrimoine qui est très fort chez nous. Mais ça, je sais que vous en êtes convaincus. Donc, mais là, ça s'est incarné aujourd'hui un Ça petit s'est peu, incarné, même si voilà, on en c'était a un en nouveau visio. témoignage. Voilà. Et on vous en remercie. Ouais. Donc, j'ai bien noté que je vous enverrai les éléments d'enquête, même éventuellement les éléments d'enquête bruts. Par contre, du coup, je vous demande un petit peu de temps parce que je vais faire en sorte de compléter pour que ça soit plus affiné. Merci, Mais de toute super. façon, voilà, on se voit régulièrement. Et juste, ce que j'avais dit dans les actualités entre 10h30 et 11h, là, j'ai fait un petit retour sur ce que vous nous avez présenté mercredi après-midi, là, avec les différents dispositifs. Donc peut-être que de façon plus courte, Isabelle, je te redemanderai une petite intervention, peut-être, je sais pas, en janvier, sur colo créative, les fonds de soutien aux pratiques amateurs, voilà, histoire de nous représenter ça un petit peu plus précisément, le cas échéant. On fera ça à deux voix avec nos collègues aussi du Bureau des pratiques culturelles sans problème. D'accord, très bien. Écoutez, je clôt la réunion et je vous remercie à nouveau. Puis donc pour certaines et certains, on se retrouve à 15h. C'est une journée très culturelle puisque pour le webinaire sur les questions de dotation et formation autour du livre, avec le Centre national du livre. Et puis du coup, j'aurai une actualité à vous donner justement de la part du ministère, puisque le ministère nous sollicite aussi, nous invite à une grosse table ronde dans une semaine sur la lecture au centre de loisirs. Donc là, il y a des connexions